Bienvenue au Polysécure, épisode pour les humains. Je t'accompagne de Benoît. Salut, de retour. On va continuer sur notre sujet sur la neurodivergence dans le milieu de la cyber. Cette fois-ci, et c'est qui était très, très agréable, puis j'ouvre la parenthèse d'entrée de jeu. La dernière fois, j'ai fait plus en fin d'épisode. Si vous avez des réactions, si vous voulez réagir, si vous voulez qu'on aborde des aspects de tout ça, prononcez-vous, contactez-nous. On va le faire ce coup-ci, justement. C'est un épisode qui est basé sur un des commentaires qui a été fait sur LinkedIn. Qui a été dans une des discussions qui a eu lieu, justement, pour aborder ces éléments-là. Et l'autre côté aussi, on rappelle que nous sommes ni un ni l'autre des experts, on est des neuropsy ou des experts là-dedans. Nous avons juste un vécu et nous partageons notre vécu de cette nature-là et comment on a réussi à faire du sens de ça. Et puis d'ailleurs, faire de la parenthèse, c'est justement plusieurs personnes qui découvrent à travers ces épisodes-là, puis on est très, très contents, qui ne sont pas anormaux, qui sont juste différents et comment vivre avec ça. Puis c'est un peu ça où on partage le fait nous avons réussi à apprendre avec ce genre d'éléments. Sujet d'aujourd'hui, puis là, lui, il va probablement partir dans tous les sens. Fait que si vous êtes neurotypique, attachez votre sucre. Ça va revoler un peu partout. Cette fois-ci, on va aborder, puis justement, c'est le commentaire qu'on a reçu. Plusieurs personnes se servent de leur diagnostic, soit qui a été auto-diagnostiqué ou diagnostiqué par un professionnel pour justifier des façons d'agir qui sont un peu désagréables pour les autres personnes, dans lesquelles ils se cachent en arrière de ce diagnostic-là, ils figent en arrière de ce diagnostic-là aussi et refusent d'évoluer, refusent d'aller plus loin de ces éléments-là. Fait que c'est un peu la base du commentaire. Moi, ça m'a froissé, ce commentaire-là, au sens où je comprends pas que quand on a un diagnostic comme ceux de neurodivergence, qu'on s'assoit dessus puis qu'on arrête là. Parce que pour moi, fondamentalement, ça marche pas. Puis je te passe la balle pour voir puis comment toi tu vois les choses, puis on va continuer là-dessus. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est un bon point. Tu sais, je pense que justement la confirmation diagnostique, appelons-le un ou l'autre, là, ça devrait être le début de quelque chose. C'est non pas, tu sais, c'est pas genre ben c'est le même puis c'est tout. C'est plus OK. Là, voici la situation. Maintenant, quel est le chemin que j'ai à parcourir pour, diminuer mes faiblesses, parce que, tu sais, veux pas, ça vient avec un paquet de faiblesses, là, fait que, tu sais, faut les apprivoiser, il faut être capable de travailler sur soi, puis de s'assurer d'être en mesure d'être meilleur, simplement. Tu sais, tu te lèves le matin, puis tu sais qu'aujourd'hui, tu vas travailler sur des choses qui vont te rendre meilleur, ben, c'est un peu la logique. Ensuite de ça, c'est, tu sais, évidemment, lié à ça, c'est beaucoup l'acceptation. Tu sais, bon, ben voici, tu sais, bon, moi où j'en suis, voici la situation avec laquelle je vais devoir apprendre à vivre. Et l'acceptation autant de soi, mais l'acceptation aussi du fait de cette différence-là. Puis j'en ai parlé dans un épisode précédent. Je pense que c'est un des éléments que mes psys qui m'ont suivi, mes neuropsy qui m'ont suivi m'ont été très, très aidants. C'était d'apprendre justement à non seulement accepter la différence, mais l'apprécier. C'est d'être capable de dire, ben regarde, je pense pas comme les autres pensent pas comme moi, puis c'est aussi bien de même, c'est mieux de même. Oui, c'est effectivement mieux de même, parce que si on était tous pareils, ça serait un problème, puis deux, ça deviendrait vite désagréable qu'on soit tous pareils, là. Ouais. Puis là, tu sais, suivant ça, il y a toute la question de, OK, maintenant que j'ai je comprends où, on va retourner à l'analogie de la patinoire, parce que je pense que c'est une bonne analogie, là, mais je comprends mon terrain de jeu, là, puis là, je vois le terrain de jeu des autres, tu sais, je vois qu'eux autres, il y a un autre patinoire sur laquelle ils jouent. Ben, comment je peux faire en sorte de faire des connexions entre ces deux patinoires-là, puis essayer d'avoir du plaisir à travers ça. Et c'est là que l'effort est. C'est là que le gros de l'effort doit être fait. Puis, tu sais, des fois, moi, tu sais, puis j'en ai parlé, tu sais, j'étais un peu raide avec les gens avant. Parce que pour moi, c'était simple puis c'était niaiseux de même. Mais tu sais, faire ce travail-là, de dire, OK, bon, maintenant,
ils ont pas nécessairement le même parcours, pas nécessairement les mêmes choses. Il faut que, là, tu parlais de mettre du minou, je pense que c'est la meilleure image. Oh oui, j'ai adoré. Puis ce collègue-là avec qui j'ai rencontré, m'a justement utilisé cette expression-là. C'est excellent parce que c'est ça que ça arrive aussi. C'est parce que pas parce que je suis un type de neurodivergent X que ça excuse tous mes gestes. Et nécessairement, là, je peux être une personne désagréable face à mes collègues ou d'aller vers ce sens-là. Puis c'est pour ça que je disais en entrée de jeu que moi, ça m'avait un peu agacé le commentaire que j'avais eu parce que de mon type de neurodivergence, moi, je me cherche en amélioration continue. Et justement, comme tu dis, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée, je ne m'assois pas dessus, je vais aller ailleurs justement pour. Puis comme tu le mentionnes, il y a beaucoup d'irritants personnels et intérieurs à être neurodivergent et il faut les régler. Puis si possible, ne pas faire que les autres les autres le subissent non plus autant que possible, mais on peut dire rien n'est parfait. Là. Non. Puis je pense que la démarche d'accompagnement est importante là-dedans. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, puis on sait, là, c'est difficile d'avoir des psychologues, puis c'est difficile d'avoir accès à des ressources spécialisées. Mais souvent, cette perspective-là va aider à voir d'autres schémas, puis voir les réflexes qu'on a qui sont peut-être pas nécessairement les bons réflexes et qui peuvent éventuellement jouer sur l'entourage. Puis des fois, on a l'impression que c'est une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose. Tu sais, mon parcours universitaire, moi, j'étais pas à l'époque, là, je savais pas du tout, mais je me souviens, j'ai fait brailler du monde, là, parce que j'étais en train de gratter dans leurs idées jusqu'à temps qu'on arrive au bout, parce qu'à l'université, c'est un peu comme ça, on va souvent challenger les idées. Au final, ça a-tu apporté de quoi? Non. Puis le danger avec ça, puis on le voit beaucoup chez les neurodivergents, c'est l'isolement. C'est que vous allez vous ramasser tout seul. Puis là, c'est vraiment pas bon. On sait, l'humain, c'est une bébête sociale. Puis autant que les neurodivergents ont souvent besoin d'avoir cet espace de solitude-là pour vivre, puis réfléchir, puis tout ça, mais à un moment donné, tu as besoin quand même de ta tribu, tu as besoin de ton monde. Mais si tu t'es mis tout le monde à dos, ben, tu vas finir ta vie seule. Là. Il y a ça là, qui est à réfléchir. Là. Puis l'impact que ça a, puis l'impact que ça a sur le développement professionnel aussi. Énormément. Puis ça, je trouve drôle que tu amènes cet exemple-là parce que on pourrait dire jusqu'à un certain point une curiosité malsaine, c'est-à-dire qu'elle est trop intense pour les autres. Fait que je vais commencer à creuser, pas parce que je veux nécessairement défaire l'argument de l'autre, mais je veux le comprendre au complet. Et jeune, j'avais pas d'habilité à communiquer correctement, disons. Puis c'est arrivé assez tard dans ma vie que j'ai eu ces habiletés de communication suffisantes. Et pas que l'autre se sente attaqué de ce questionnement-là ou savoir quand s'arrêter pour ne pas justement brusquer l'autre, parce que l'objectif n'est pas de brusquer, même si je suis pas satisfait, même si j'ai pas été jusqu'au bout de ma soif de comprendre ce que la personne veut parler ou veut aborder. Des fois, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne façon, c'est pas la bonne. Et c'est ça qu'il faut apprendre parce que tu parles d'isolement, mais ça nuit aussi parce que tu sais, j'ai pas de satisfaction parce que la personne va briser avant, disons, on prenons ça comme ça, et va fermer. Donc, la communication est coupée. Fait que moi, ma satisfaction de curiosité va être brimée de toute façon. Vaut mieux que je le dilue sur plusieurs rencontres, par exemple, ou sur plusieurs événements où tranquillement, je vais creuser le sujet. Ça demande de la patience. Ça, c'est pas mon fort. Faut travailler la patience qui va avec parce que moi, je veux tout savoir tout de suite. Fait que là, d'apprendre que les gens sont pas toujours prêts à divulguer à cette vitesse-là, de cette façon-là, justement, d'arriver à quelque chose qui permet de moduler justement pour éviter l'isolement, puis justement d'aller quand même plus loin, puis de quand même satisfaire cette curiosité, en tout cas dans mon cas, de cette curiosité-là, que de comment les choses fonctionnent, comment les processus des autres personnes fonctionnent, puis en même temps, c'est un peu sur ça, je vais poser des questions sur comment la personne est arrivée à une telle conclusion, et les personnes se sentent attaquées sur le fait que je remets en question leur chose, et le fait, c'est que je ne remets pas en question, c'est le fait que je suis juste intéressé de savoir comment la personne
réfléchis. Mhm. J'aime ça, savoir comment les gens réfléchissent, parce que ça m'outille aussi, parce que ça m'aide à donner, à augmenter mes capacités. Mais bref, ça arrive que ce questionnement-là était souvent mal reçu parce que j'étais mal outillé dans mes outils communicationnels. Tu vois, je l'ai fait, ça, ce genre d'affaires-là, avec mes équipes auparavant, puis tu sais, je le sais que ça avait levé un peu tu sais, Gagnon, il est tough un peu, tu sais. Ce que je faisais, je mettais tout le monde dans la même salle, puis là, tu sais, je partais sur les hypothèses qui étaient là, puis là, tu sais, j'essayais de démontrer, bon, ben, les faiblesses de l'affaire. Fait que là, le monde, nécessairement, était comme là, tu sais, il est en train de détruire mes idées, tu sais. Mais le but, c'était que, pour moi, innocemment, maintenant, j'en suis conscient, puis tu sais, je vois bien les dégâts que j'ai faits, là. C'était de dire, OK, bon, ben là, on fonctionne par hypothèse, puis on essaye d'avancer avec les hypothèses les plus solides qu'on a. Puis, ben, tu sais, c'est juste un jeu d'idées, puis on avance, puis tu sais, je pitch des idées, il y a du monde qui pitch des idées, etc. Au final, tu sais, l'approche, elle n'est pas nécessairement partagée. C'est-à-dire que, tu sais, les autres ne s'attendent peut-être pas à ça. Puis ça, c'est un des éléments. Nommer les choses. Tu sais, dire les choses. Tu sais, c'est-à-dire, voici ce que je veux faire, puis est-ce que tu es prêt à faire ça? Si la personne a dit, garde, oui, mais pas aujourd'hui, ben OK, on le fera une autre fois. Ça se peut très bien que la personne n'est pas prête à recevoir ça. Puis de l'autre côté, toi, expliquer, tu sais, la démarche que tu veux faire. Tu sais, je prends ton exemple, c'est un excellent exemple, puis tu sais, je me revois dans plusieurs situations en train de faire ça, tu sais. Moi, c'est un moyen de réflexion pour moi, tu sais, de dire, OK, bon, ben, on va aller jusqu'au bout, on va revenir, on va, tu sais, puis là, ça me permet de cheminer intellectuellement, puis d'essayer de prendre la meilleure décision. Mais tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui fonctionne comme ça. Puis, ben, c'est ma job d'expliquer aux gens qu'est-ce que je fais, là, puis pourquoi je le fais. Puis après ça, c'est ma job de demander aux gens, tu sais, t'es-tu in? T'attends-tu? Si ça te tente pas, on fera pas. Non, c'est ça. C'est comme forcer quelqu'un d'autre à venir jouer sur ta patinoire au lieu d'aller sur la sienne. Puis c'est ça la différence dans l'image que tu utilises, c'est qu'il faut que toi, tu te sois prêt, ou de demander à l'autre s'il est prêt à venir sur la tienne. Puis il faut demander l'autorisation. Puis on revient toujours sur les affaires de consentement, mais c'est un peu ça aussi, c'est d'amener l'autre dans. Tu pourrais venir un peu jouer sur ma patinoire, pas longtemps. On va aller à ta capacité, parce que ma patinoire est différente, la glace n'est pas la même, les distances sont pas les mêmes, et ainsi de suite. Puis juste correct, on va aller un petit peu là-dessus. Mais ensuite, on va retourner sur la tienne, puis il n'y a pas de souci, justement, pour obtenir le meilleur de ce que c'est, sans justement imposer notre rythme, notre façon peut-être parfois généralement brusque. Ouais, c'est jamais ce qui revient souvent, là. Ouais, puis ça, c'est un autre élément de la communication que j'ai appris beaucoup avec mes dernières années de développement personnel, je vais appeler ça comme ça, mais tu sais, on sait, là, un message, tu sais, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi le ton avec lequel on dit, et le gestuel. Tu sais, ça fait partie beaucoup de la chose. Dans mes communications, tu sais, j'ai appris beaucoup à moduler l'utilisation des mots que je faisais. J'aime beaucoup le langage. Pour moi, c'est important, le langage. Donc, il faut des mots extrêmement précis. Et ben, la plupart des gens, tu sais, bon, regarde, c'est correct, là, ça veut utiliser. Non, tu sais, pour moi, il faut que j'aille chercher ça. Fait que moi-même, quand je communique, je vais essayer d'être précis dans ce que je dis, mais là, des fois, tu sais, ce que j'oubliais, c'était peut-être le reste, le ton, puis non-verbal. Là, je te vois sourire, je pense que ça parle aussi. J'adore les mots. Pour moi, chaque mot a une signification. Si le mot n'avait pas de signification précise, il n'existerait pas. Fait que chaque mot a une importance dans la communication qu'on a. Encore, c'est encore pire maintenant, parce qu'on est dans un univers où on tend à réduire beaucoup à simplifier un peu trop à mon goût, parce que j'aime beaucoup la précision des mots. Puis même dans certains instants, je vais utiliser des mots dans d'autres langues
parce que le mot dans l'autre langue est beaucoup plus précis pour définir le concept qu'on pourrait avoir en français, par exemple. Il y a certaines expressions en anglais, notamment, mais pas seulement en anglais, qui sont plus précises en termes de comment je peux conceptualiser. Et j'aime beaucoup l'idée parce que les mots sont la capacité de conceptualiser les concepts. Fait que plus c'est riche, plus on est capable de conceptualiser. Mais ça, c'est mon délire à moi, ce genre de choses-là. Puis il est peu partagé par les gens autour de moi. mais tu sais, c'est intéressant parce que c'est très utile pour la carrière de gestion. Puis c'est un élément que je vois beaucoup en ce moment dans mes cours puis dans ce que je vois au niveau avec les gestionnaires. T'sais. L'utilisation des mots est hyper importante. Tu ne vas pas présenter. Je parle, par exemple, dans les relations quotidiennes avec, par exemple, des employés ou tes collègues. Tu ne vas pas dire à quelqu'un que c'est pas bon ce qu'il fait. Va jamais dire ça. Ça sert à rien. Comment tu vas présenter ça pour que ce soit un élément de dire, regarde, c'est pas une faiblesse, là. C'est pas une lacune, t'es pas bon. C'est où que tu vois du potentiel. C'est là la différence. Puis c'est d'ailleurs prouvé là, dans les études psychologiques, notamment dans le milieu du travail, utiliser un vocabulaire positif et utiliser une approche positive dans le message, dans la communication, puis dans les mots qui sont utilisés, va avoir un effet très bénéfique sur la perception du leadership et la capacité d'amener les gens à avoir des environnements de travail beaucoup plus sains. On parle beaucoup de la communication non violente. Là. C'est un mot qui est très... c'est un concept qui est très populaire, très en vogue en ce moment, mais au final, en arrière de ça, ce que c'est, fais attention à comment tu parles au monde, essentiellement. Après ça, étonne-toi pas que si c'est traite comme de la chenoute, ben qu'ils te traitent comme de la chenoute en retour. T'sais. Oui, puis tu disais en gestion, c'est essentiel. J'ai vu, puis c'est là on aborde tout le volet de toxicité au niveau de la gestion, notamment, où les gestionnaires vont avoir ces habitudes toxiques-là qui se voilent ensuite dans des choses. Ouais, mais moi, je suis un ci, je suis un ça, puis se cachent en arrière de certains vocables, notamment de ceux qui sont de la neurodivergence, par exemple, et ils vont justement ne pas vouloir faire l'effort d'améliorer leur style de gestion pour qu'il soit inclusif, qu'il soit positif. Puis c'est très difficile. Puis j'aime beaucoup les mots. Fait que je fais toujours très attention. Fait que, des fois, spontanément, je vais sortir des phrases à la négative. Et je vais, surtout à l'écrit, je suis capable de le voir, parce qu'au verbal, c'est plus difficile de s'intercepter dans l'élan. Mais à l'écrit, je le perçois. Fait que dès que j'ai une formulation qui est basée sur le négatif, je bascule sur une formulation sur le positif. Puis à terme, c'est en train de s'inscrire dans mon langage verbal également, parce que je suis en train de modifier une étape à la fois, un pas à la fois, ma façon d'aborder, ma façon de communiquer, parce que tant qu'à le faire à l'écrit régulièrement, mais tranquillement, c'est en train de basculer ailleurs. Et ça change ma façon de voir les choses aussi, puis ça m'aide à aborder un message de façon plus spontanée, de façon positive, et de voir naturellement le positif de la situation et de le faire émerger. Puis c'est là, notamment comme gestionnaire, c'est un peu l'objectif, c'est de faire émerger le positif de tout le monde, de les amener ailleurs, et de les amener à grandir selon leur rythme eux autres, selon leurs paramètres eux autres. Puis on est comme, c'est ça, c'est du leadership plus que de la gestion, là, mais bref, c'est dans ces zones-là. Ouais, puis tu sais, encore une fois, tu sais, comme moi, là, dans ma gestion, maintenant, c'est clair, j'arrive avec mes équipes. Voici comment je suis. Puis, tu sais, je m'expose. Puis souvent, c'est un élément, tu sais, qui est très... d'ailleurs, c'est très documenté au niveau de la gestion, tu sais, que les leaders soient authentiques, tu sais. Puis l'affaire, c'est que je sais que je peux pas être bon dans tout, puis c'est bien correct quand même. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on fait des équipes, au final. Sinon, tu sais, tout le monde travaillerait tout seul de son bord tout le temps, là, tu sais. Puis, je m'expose rapidement. Voici mes faiblesses. Voici où là, je peux accrocher, puis je compte sur vous autres de venir me voir et me dire, Ben, là, tu sais, c'était pas tout à fait correct, ou tu sais, t'as-tu pensé à ça, ou whatever. Comme ça permet rapidement de dire, OK, j'ai l'espace pour le faire, et ça crée le lien de confiance. Tu dis, ben, regarde, je suis capable de parler à mon supérieur, mon collègue, pour lui dire, regarde, tu sais, là, je pense que tu as peut-être fait, c'était peut-être moins fort. Ben, OK, tu sais, là, ça veut dire que tu donnes le droit à l'erreur. Tu donnes le droit à l'erreur à tout le monde aussi.
Puis, je retourne à la question des gens, moi, j'en ai vu dans ma carrière, des gens, qui levaient le flag, qui disaient, par exemple, des gens qui se disaient, moi, c'est des gens qui se disaient autistes, qu'ils l'étaient fort probablement, là, honnêtement, avec la... Mais leur communication était tellement blunt et tellement aride que, il n'y avait pas personne qui voulait travailler avec eux. Puis là, tu leur disais, mais est-ce que tu veux faire l'effort? Puis c'est comme, non, c'est trop d'efforts ou, ça m'intéresse pas, c'est les autres qui sont problématiques. Là. Mais là, c'est ça. C'est ça, c'est un peu le sujet d'entrée de jeu. C'est ça, c'est ces gens-là qui refusent. Puis là, je veux dire, à la limite, il y a de la médication dans certains cas qui peut être utilisée justement pour adoucir certains côtés qui sont un peu plus costauds. Mais dans l'absolu, on est, comme tu dis, on est des humains, on est grégaires. On est fait pour travailler en groupe. On peut pas s'isoler. Ça marche pas. Puis surtout dans les organisations, s'isoler, ça marche pas. Mais en même temps, puis là, c'est le pendant aussi, il faut que l'organisation s'adapte parce que tu sais, des personnes qui vont être capables de faire 25% de travail collectif, 75% de travail solitaire. Ouais. Il y en a d'autres que c'est l'inverse. Fait que ça aussi, ça en fait partie. Mais une fois que ça, c'est respecté, faut que tu le fasses, ton 25% de travail collectif. Il faut que tu sois agréable avec tes collègues. Il faut que tu sois capable de collaborer avec tes collègues à ce moment-là pour justement t'amener parce que en groupe, on a toujours des choses meilleures. Pour avoir travaillé avec différentes personnes de personnalité, notamment des autistes, entre autres, l'espèce de penser que c'est des Rain Man puis qui sont super, super intenses. La réalité, c'est faux parce que c'est ça là, pourquoi on parle de la neurodivergence, parce que c'est un spectre. Exact. Et ils peuvent avoir certains volets. Puis il faut comprendre, puis essentiellement de façon un peu je dirais caricaturelle, l'autisme, c'est les gens qui ont une surcharge cognitive facile quand les gens sont autour d'eux autres. Si on réduit l'élément de surcharge cognitive, donc on va dire non bruyant, on communique de façon plus calme et ça, on va être capable de faire ça, mais en même temps, c'est la personne d'être capable de dire ah, là, trop de bruit pour moi, je suis pas capable de tolérer. Puis justement, comme tu dis, de s'exposer. Puis notamment chez les autistes, c'est pour ceux que j'ai vus, c'est dans les pires, de refuser littéralement toute collaboration. Puis ça, je trouve ça dommage parce qu'on perd leur contribution, parce qu'on ne sera jamais capable de l'avoir, parce qu'ils ne sont pas capables d'aller dans cette zone-là où on a besoin de ce petit moment de plus d'humanité, si on veut. Là. Ouais, puis tu sais, je retourne à un environnement bruyant, il y a une différence entre dire hey, pouvez-vous fermer vos gueules, tabarnak? Ou je m'excuse, mais moi en ce moment, tu sais, le bruit m'agresse trop. Tu sais, ça m'empêche de fonctionner. Est-ce que c'est possible de diminuer le ton un peu? T'sais, c'est la différence entre les deux. c'est ça, là. C'est dire expliquer comment tu te sens, qu'est-ce que ça fait, puis est-ce qu'on peut arriver à un consensus, une entente sur une situation idéale à atteindre? Ça, verbaliser son intérieur. Et à la limite, si l'environnement n'est pas propice, mettez des coquilles. C'est de prendre des gestes qui viennent se protéger soi, mais pas des gestes qui sont agressants pour les autres. Des gestes protectifs pour soi. C'est des écouteurs, des coquilles ou peu importe la façon. Moi, j'ai toujours travaillé des écouteurs pour annuler le son autour de moi puis me concentrer sur de la musique. Moi, je suis pas capable d'être dans le silence parce que ça m'énerve, parce que ma tête devient complètement folle. Mais avec de la musique, je suis capable de maintenir puis de couper l'extérieur. Ça m'a permis de survivre dans des environnements de cubicules qui n'ont complètement aucun sens. Mais c'est la façon que j'arrivais sans dire aux autres, là, tu m'énerves parce que tu fais trop de bruit. Ben, je mettais mes écouteurs et c'était ma façon à moi d'arriver à un équilibre. Là, je suis pas autiste, fait que j'ai pas ce degré de sensibilité-là aux stimuli que peut l'avoir autiste. Je suis pas. Faut pas généraliser non plus dans ce que je dis. Mais pour mon type à moi, c'était la façon que j'arrivais à contrôler mon esprit et ma capacité de travailler dans un environnement plus bruyant, notamment. Ouais, c'est ça, tu vois. Puis ça, c'est un des trucs, tu sais, dans les bureaux, là, cette mode-là du open space, ça a été très, là, on le voit, là, les études qui sortent là-dessus, là, c'est catastrophique là, au niveau du niveau de concentration des gens, au niveau de la capacité des gens à livrer parce que le bruit, le dérangement, tout ça. Puis au final, ça n'a aucun effet, même c'est pire pour la collaboration.
Donc, on se rend compte que la collaboration dans les open space diminue par rapport aux anciennes versions, bureaux fermés, cubicules, etc. Là, fait que c'est pas... puis tout ça, au profit d'essayer de sauver de l'argent sur l'espace. Là, mais tu vois, il y a cette espèce... En tout cas, je fais une parenthèse là-dessus. Tu as l'open space qui essaye de sauver de l'espace, puis de l'autre côté, les gens disent « Ah, mais là, il faut du monde dans les bureaux. » Mais si tu mets pas les éléments en place pour faire en sorte que il y ait de la collaboration, puis là, je parle, transdiversité, là, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'être plus isolés, d'autres qui ont besoin d'être plus avec du monde, ben ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de recette miracle. Non, open space, c'est juste désagréable. J'en ai eu un endroit comme ça. Puis, à part être capable d'entendre les conversations des autres, de décornifler les rencontres des autres, puis savoir ce que les autres font, puis d'être curieux, puis dans certains cas, de façon inutile et malsaine. Mais pas le même genre de malsain que je parlais tantôt dans mon malsain, là, mais dans ce cas-ci, de vraiment juste de continuellement écouter puis surveiller ce que les autres font. Fait que ça l'amène, puis même à certains égards, ça l'amène des comportements de délation dans certains cas que j'ai pu constater, ce qui nuit à l'aspect de collaboration, même au-delà du fait que c'est bruyant, puis pour les gens qui sont sous le spectre d'une sensibilité cognitive très, très plus élevée, ben là, ça devient terrible, là, ça, puis c'est pas en ce sens-là. Pour moi, le télétravail a été merveilleux parce que ça m'a coupé de ce genre de choses-là. Mais j'ai quand même besoin de voir des gens aussi. Fait que, je m'expose aussi. Fait que c'est de trouver l'équilibre. Et un des éléments que je trouve désagréable parce qu'on parle de ces choses-là, c'est de se faire imposer, comme l'open space, se faire imposer des règles qui sont réfléchies par des gens qui, clairement, n'ont aucune compréhension de l'humain, avec des espèces de considérations tout à fait étranges, au lieu de juste s'adapter, faire selon le cas, s'adapter à la personne. C'est un peu ça qu'on parle, qu'on parle depuis le début de cette série-là, l'adaptation. Autant nous comme neurodivergents, autant les neurotypiques aussi doivent aussi s'adapter à ce fait-là. Et dans le fond, puisqu'on parle spécifiquement aujourd'hui, c'est le fait de refus de s'adapter des neurodivergents. Et là, et justement de devenir un espèce de caillou dans le soulier de l'organisation, au lieu d'aider à travailler pour trouver des solutions. Ah, puis on le voit. Si on commence à lire un peu là, sur la neurodivergence, puis au potentiel notamment, là, mais il y a beaucoup de gens qui sont neurodivergents qui se retrouvent dans des situations sociales extrêmement difficiles. Parce que c'est sûr que s'ils ne savent pas, c'est une chose, là, mais quand tu le sais, il faut que tu fasses la démarche. Il faut que tu te dises, OK, c'est moi la bébête qui est minoritaire ici, là. Et je vais m'organiser pour être capable d'avoir du fun avec les autres et que les autres aient du fun avec moi. Ça, c'est là que souvent ça achoppe. Ben, ça, on voit, puis c'est ce que le commentaire relatait. La personne qui commentait, c'était vraiment sur le fait que c'était les personnes ADHD qui étaient plus déficit d'attention et troubles de comportement essentiellement qui qualifiaient dans ce cas-ci que ces gens-là vont juste se cacher en arrière de ça. Quand il existe des façons de se faire, moi, la façon que je le règle notamment, puis ça, c'est quand tu apprends comment que les médicaments fonctionnent, moi, c'est le café qui est mon calme. Et c'est très drôle de dire, le café me calme. Et le café ne me fait pas comme la plupart des humains où ça va. Quand t'en prends trop, tu es énervé. Plus j'en prends, plus je suis calme. Fait que j'ai fait l'expérimentation, j'ai coupé le café pendant 2 ans à peu près. Ça a été 2 ans horribles parce que j'étais plus capable de me concentrer, j'étais plus capable de fonctionner comme il faut. Là, je dis là, j'ai arrêté cette expérience, ça marche pas. J'ai recommencé à prendre du café, puis tout coup, pouf, ma concentration est redevenue comme elle était avant. Et j'ai commencé à fonctionner comme avant. Fait que là, c'est de la médication que je m'applique qui est dans la portée de ce qui est possible. Mais on a tous ces éléments-là d'être capable de se sentir bien. Puis, tu sais, je veux dire, dans l'absolu, les personnes neurodivergentes vont se retrouver exclues, donc seules. Donc, c'est ça devient excessivement dommageable parce que on vient à tourner, à spinner dans notre propre tête et à amplifier des problèmes au lieu de commencer des amorces. Donc, moi, j'ai pris des moyens, là, on parle du café ici pour l'énervement, et ce qui a l'effet contraire, mais trouvez vos façons à vous aussi de lisser un peu votre façon d'être pour être capable de fonctionner dans la globalité de ce qu'est l'humain, parce que, comme tu dis, c'est nous qui sommes les exceptions, nous ne sommes pas la norme.
Et même si on aurait tendance à adapter-vous parce que je suis une minorité, la réalité, les gens ne s'adapteront pas et les gens vont juste vous exclure. Ouais. C'est le pire qui va arriver à ce moment-là, puis vous allez vous retrouver sur un chemin qui est vraiment pas positif. Non, puis dans tout ça, là, c'est de s'observer aussi. Quelles sont mes conditions gagnantes? Puis une fois que tu comprends où est-ce que tu en es, c'est où que tu te sens sur ton X, là, on va dire ça. Là, bon. Là, à partir de là, quelles sont les conditions dans lesquelles l'énergie se draine? Puis là, après ça, c'est d'être capable de dire, bon, là, j'ai besoin de doser dans certaines situations, puis j'ai besoin d'être capable d'y aller quand même, mais il faut que j'y aille par dose. Je donne un exemple. Moi, des fois, j'ai l'impression d'avoir des petits traits d'autisme. Moi, la routine, c'est quelque chose dans lequel je suis bien, et faire des voyages, pour moi, c'est extrêmement anxiogène. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression des fois que c'est peut-être un peu ça. Mais la quantité d'affaires qui se spinent dans ma tête quand je pars en voyage, puis qui peut mal aller, là, parce que là, évidemment, je pars par scénario, puis là, je me dis, oh my God, là, fait que là, nécessairement, je fais de l'anxiété pour toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport, genre, puis là, je suis pas en train de parler du scénario terroriste, là, juste genre, OK, il me manque un bas, qu'est-ce qui va arriver? Là, fait que bon. Fait que, fait que je sais que pour moi, faire un voyage d'affaires, par exemple, ben, c'est stress, anxiété, fatigue. Fait que nécessairement, je me mets pas dans des circonstances où je vais en faire 28 par année, là, parce que, je sais que je ne livrerai pas. Puis ce que ça va avoir comme impact négatif, c'est que je ne serai pas heureux, je vais être fatigué, je vais être dans des situations où je ne serai pas sur mon X. Puis, plate, mais je ne serais pas gagnant là-dedans. Puis, nécessairement, ça va avoir un impact autour. Parce que là, les gens vont me voir plus stressé, vont me voir plus fatigué, vont me voir. À un moment donné, ça crée tout ça. Fait que quand tu commences à comprendre ces éléments-là, ben là, tu es capable de faire des choix ou des choix professionnels et personnels, mais aussi de dire aux gens autour de toi, patrons, collègues, etc., regarde, là, tu me mets dans une situation que je sais que si je fais ça trop longtemps, je vais avoir des problèmes et ça peut créer d'autres enjeux. Fait que, encore une fois, il faut le dire. Il faut l'exprimer. Ouais, c'est ça, il faut sortir de soi les différents éléments. Puis là, c'est drôle que tu parles des voyages. La façon que j'ai réussi à lutter ça, c'est que j'ai des checklists. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai mes checklists, fait que je suis sûr que je manquerai pas de bas. Je vais plus loin parce que je voyage quand même passablement. J'ai même des choses, des trousses préfaites. J'ai ma trousse de choses pour les recharges, j'ai préfaites. Des trousses, des choses. Je prends ma trousse, je mets ça dans ma valise. J'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je mets dans ma trousse. Je suis rendu à ce point de niveau d'organisation un peu autiste, si tu veux, comme ça. Mes choses sont déjà toutes préfaites comme ça un peu. Fait que là, c'est un peu. Mais ça diminue mon stress de voyager parce que je m'inquiète pas d'oublier quelque chose de façon générale parce que sont déjà sur la base de checklist ou sur la base de trousses préfaites sur certains éléments qui peuvent être troussés d'avance que je fais comme ça. Fait que, mais ça, c'est parce que je me connais. Mais ça, c'est ce genre de choses-là comme ça. Puis là, si on le prend de l'autre côté, comment on fait autour de nous? Puis là, je veux voir, parce que tu as été gestionnaire pour prendre beaucoup plus longtemps que je l'ai été, comment on accompagne quelqu'un qui ne se connaît pas, justement, qui s'assoit sur son diagnostic puis qui bouge pas? Comment on l'aide à émerger? Comment, dans le fond, la question plus large, c'est comme si on a quelqu'un dans notre entourage qui est comme ça, comment on peut l'aider à émerger puis à sortir de sa zone de confort, mais de l'amener dans une zone d'amélioration? C'est sûr que la vaste majorité des gens, là, ils sont quand même relativement empathiques, là, à moins d'avoir des problèmes associés. Là, puis là, je parle peut-être de la psychopathie, de la sociopathie, des choses comme ça. Là. Fait que, t'asseoir avec la personne, puis dire comment tu penses que cette personne-là s'est sentie quand tu as dit telle chose? Là, oups, là, c'est comme, puis là, tu fais appel là, quand même au rationnel, là, parce que tu es en train de lui demander comment tu penses qu'elle a réfléchi. Fait que là, déjà, ça va commencer à faire en sorte que les gens vont mettre des mots sur des situations. Donc, évidemment, c'est pas facile, c'est pas long. C'est long.
Puis c'est pas de l'accompagnement qui est toujours agréable à faire. Mais tu sais, puis ça, c'est un des éléments dans des circonstances de gestionnaire. Les one-on-one, là, c'est à ça que ça sert. Accompagnez vos gens. Si vous ne prenez pas le temps de faire des one-on-one, si vous ne parlez pas à vos gens, si vous ne posez pas des questions, ça n'arrivera pas tout seul. Ça, c'est plate, là, mais ça fait partie du travail de gestionnaire, notamment. Fait que ces moments-là de discussion devraient être des moments où vous plantez les graines dans l'esprit des gens pour dire: as-tu réfléchi à ce comportement-là, cette façon-là d'agir? Parce que d'après toi, c'est la façon la plus optimale. Puis juste faire ça, ça peut prendre quelques semaines, mais ça va travailler. Il faut prendre le temps. Ça, c'est pas évident dans les contextes qu'on a actuellement, parce que surtout là, les gestionnaires, il y en a beaucoup qui quittent le navire en disant c'est juste trop, puis on arrive très fatigué, puis avec toutes sortes de problèmes organisationnels qui sont de plus en plus complexes, on ne se lèvera pas. Mais ça fait partie du travail. Donc, votre travail en tant que gestionnaire, oui, c'est de travailler pour l'organisation, mais c'est aussi faire en sorte que les gens qui sont avec vous soient capables de fonctionner ensemble. Si vous ne prenez pas le temps de le faire, ben, ça va donner ce que ça va donner. Puis nécessairement dans des situations où vous avez des gens qui ont de la neurodiversité, ça va peut-être être un peu plus de travail. C'est plate, mais ça engendre un peu plus de travail parce que là, il faut que vous essayiez d'arrimer ces patinoires-là ensemble et de donner les conditions gagnantes à tout le monde. Fait que nécessairement, c'est plus de job. Mais là, quand vous réussissez à le faire, ben, probablement qu'il y a des chances que vous vous rendez compte que ce qui en émerge, c'est intéressant quand même. Oui, ben, toujours ça. Puis c'est dans la vie personnelle, c'est de prendre un peu ce genre de conseils-là aussi. Si on a quelqu'un dans notre entourage en vie personnelle, c'est de prendre le temps par petites bouchées. C'est moins évident d'un point de vue parce que c'est moins formalisé au point de vue personnel, là, de plus petites bouchées, justement de s'assurer qu'on puisse aider la personne à émerger de cette zone-là. Et si ça nous nuit ou que c'est un de nos collègues, la même chose, d'y aller doucement. Une question à la fois et laisser le temps de digérer la question pour pas brusquer la personne parce que le neurodivergent, même s'il pose beaucoup de questions puis peut agresser les neurotypiques, l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que certaines questions vont déstabiliser les neurodivergents de façon très importante et ils vont tomber rapidement sur la défensive. Et donc, dès lors, on vient de briser de l'autre côté aussi l'espace de communication. Puis, dans l'absolu, acceptez pas un comportement toxique d'un neurodivergent sur la base de machin. Là. C'est inacceptable. Mais si vous êtes capable encore dans une zone de non-toxicité encore, bien, aussi de l'amener tranquillement et sans le brusquer, parce que sont facilement brusquables aussi. Oui, non, mais c'est ça aussi. Puis, tu sais, souvent, je pense, il y a beaucoup de gens qui le font sans nécessairement que ça soit mal intentionné. Là, t'en as d'autres que c'est comme juste, je veux pas faire l'effort, ça, c'est un autre enjeu. Et ceux qui le font de manière non mal intentionnée, tu sais, ben, là, c'est juste de dire, regarde, fais attention, essentiellement, tu sais, c'est drôle, hein, parce que beaucoup de cours sur la communication dans mon parcours de conseiller en management, puis comment animer les conversations de groupe, etc. Mais tu sais, ça revient souvent à des choses très simples. C'est-à-dire, tu sais, est-ce que tu me permets de donner mon opinion, tu sais? Puis déjà, OK. Bon, là, déjà, tu dis à la personne, regarde, je vais te dire le fond de ma pensée. Fait que déjà, tu la prépares plutôt que de dire, pas d'allure ce que tu dis. Fait que, en partant, tu sais, juste préparer le terrain, puis ensuite de ça, tu sais, faire attention au langage, on retourne au langage, comment c'est utilisé, comment c'est transmis. Tu sais, au lieu de dire ça n'a pas d'allure, ben, moi, je pense qu'il y a peut-être tel élément qu'on devrait revoir pour telle et telle raison. Encore une fois, je le dis souvent ça. Tu peux demander n'importe quoi à n'importe qui.
les gens, là, fondamentalement, moi, je crois que je suis quelqu'un qui est assez optimiste. Là. Je pense que la vaste majorité des gens sont fondamentalement bons. D'ailleurs, tu sais, le phishing, c'est pour ça que ça marche. Là, toutes les attaques par ingénierie sociale, là, si tu demandes à quelqu'un de t'aider ou si tu proposes à quelqu'un de l'aider, il y a des bonnes chances qu'il va faire oui, je vais l'aider parce qu'il est dans le chenoute. Ou merci de m'aider parce que je suis dans le chenoute. Il y a des bonnes chances que ça fonctionne, l'utilisation de l'empathie. Donc, les gens sont fondamentalement assez bons en général. Fait que, partant de là comme constat, penser que les gens travaillent contre toi puis qui sont en train, qui ont tout le couteau entre les dents puis qui veulent s'entretuer, là, c'est pas ça la réalité. Ouais, sans cyber, on a de la misère avec ça, ce volet-là. On pense que tout le monde est méchant, puis tout le monde on a juste pas de sens, puis on est pire que les autres. Puis c'est justement, on s'adresse principalement à un public en cyber, mais de toujours présumer que les autres nous en veulent, ou organisationnellement, les gens font ça. Puis moi, ça vient très simple. Moi, la réponse que j'ai à ça, c'est les gens sont paresseux. Ils feront aucun effort pour te nuire à toi, mais ils vont faire beaucoup d'efforts pour satisfaire leurs besoins à eux. Mm-hmm. S'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est parce que c'est dirigé vers la personne et non dirigé vers l'extérieur. C'est très, très rare. Ça demande énormément d'énergie de dépenser pour pouvoir volontairement faire comploter puis créer des situations comme ça. Là. Fait, faut relativer aussi là, l'univers n'est pas contre nous. Là. Ouais, puis tu sais, la cyber, tu parles, c'est un élément intéressant. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai vraiment travaillé sur le 1% toute ma vie. Travaillé dans les services de renseignement. Et la criminalité, là, on s'entend, là, tu sais, le monde n'existait pas dans la rue de même. Là, il y en a, là, mais c'est pas les nouvelles nécessairement. Tu regardes les nouvelles, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Puis, ben, tu sais, le milieu du travail, nous autres, on travaille tout le temps avec des problèmes de sécurité, de ci, de ça. Fait que nécessairement, à un moment donné, ça module la façon que tu vois le monde. Là. Il y a un paquet d'affaires qui se passent autour, qui vont super bien, puis qui sont très positives. Ça fait que nécessairement, à un moment donné, il faut que tu fasses en sorte que tu prennes la mesure des choses. Puis, moi, j'ai jamais vu quelqu'un dire hey, moi, là, je rentre au travail, et mon objectif, c'est de saboter cette maudite organisation-là. Ça m'est jamais arrivé. Ça se peut. Mais j'ai jamais vu ça dans ma carrière de gestionnaire, quelqu'un qui était comme garde, moi, je m'en fous. Mon objectif, c'est que tout le monde coule avec moi. Généralement, les gens, c'est pas ça. Là. C'est plus comme, garde, je suis pas à l'aise, ça va pas, ou il y a de quoi qui marche pas. Ou, ben moi, je voyais que ça, c'était correct. T'sais. Ouais, ça, c'est plus la maladresse ou des choses qui sont centrées sur soi plutôt que des gens qui sont dirigés vers l'extérieur. Ça, absolument, là, mais ça... quand on parle à la machine, tu parlais de justement quand tu parles les scénarios, quand tu pars en voyage, ben c'est un peu ça aussi. Là. On a chez les neurodivergents, on a beaucoup cette tendance à s'inventer des scénarios qui n'ont pas de sens. Puis bon, comme on a une plus grande concentration de neurodivergents en cyber, ben on part beaucoup dans des scénarios qui n'ont pas de sens rapidement, avec des choses qui se peuvent pas. Puis c'est là où moi, dans ma carrière, j'ai appris à gérer ça. C'est bien pour faire des idéations pour arriver à des scénarios. Mais la réalité, puis maintenant je le fais de façon rationnelle et consciente, c'est faut tu mettre le réalisme de celle-ci. Puis en général, 9 fois sur 10, c'est zéro réaliste. Les scénarios que j'ai dans ma tête, ça n'arrivera pas. C'est jamais comme ça dans la vraie vie, pour X raisons, notamment dans celle que tu as nommée. Puis le contexte social n'aide pas non plus. On s'entend, là, la pandémie, le stress économique, tout ça, nécessairement, ça vient jouer sur quelqu'un qui est en pensée arborescente, qui regarde la société, puis il va comme taboire, là, ça s'en va où? Ça pose des sérieuses questions, ça augmente le stress, nécessairement. Mais faut être capable de sortir de là, puis de pas penser justement que tout le monde est contre toi. La réalité, c'est que il essaye probablement beaucoup plus que tu penses de t'accommoder, puis de te comprendre. C'est juste toi, tu ne l'as pas lu ou tu n'es pas rendu là dans ton cheminement. Donc, attaquer les autres, ça ne sert à rien. Regarde-toi. Bibi, c'est probablement lui la source du problème. Ouais, ça, c'est notre problème, notre sensibilité. C'est ça, la sensibilité. Puis les neurodivergents, généralement, on parlait de sensibilité au niveau des stimuli extérieurs, dont le son, la lumière.
mais aussi en général, on est très sensible aux stimuli plus difficiles à percevoir, dont le non-verbal, le contexte, ces choses comme ça. Puis je suis bon là-dedans aussi, mais inventer des scénarios catastrophes sur genre, j'ai vu 2 personnes, ils souriaient pas aujourd'hui, puis dans ma tête, ça va être, ça y est, l'entreprise va fermer. Ouais. Alors que, tu sais, il est peut-être juste arrivé une chenoute qu'il y en a un qui s'est échappé un café dessus, puis l'autre, tu sais, il est malade par-dessus sa tête. Il a pas bien dormi, là. Il a peut-être juste pas bien dormi, puis là, puis moi, l'entreprise va fermer. Ouais, c'est ça. Parce que là, oh mon Dieu. C'est ça, c'est une affaire que je donne souvent comme exemple. Les gens disent, OK, tu sais, toi, tu te fais couper dans la rue, tu te fais couper quand tu conduis. Pour toi, c'est comme, maudit tarlant, c'est pas conduire, mais on met à ma map, là, tu vas sacrer peut-être pendant 15-20 secondes. Moi, c'est comme, oh mon Dieu. Il est en urgence? Son enfant, il est-tu malade? Il est-tu en train de devoir conduire vite parce qu'il faut qu'il aille à telle place? Là, tu sais, je pars avec un espèce de paquet de scénarios, puis là-dedans, évidemment, il y a le maudit tarlant, c'est pas conduire, mais il y a genre toute la pléiade d'affaires de, tu sais, cette personne-là, qu'est-ce qui arrive, pourquoi elle fait ça? Nécessairement, ça amène une vision du monde qui est complètement différente, puis qui fait en sorte que, tu sais, ta lecture du monde peut t'amener dans des champs qui sont extrêmement dangereux au niveau de comment tu vas réagir avec les autres. Puis si tu te laisses guider par ça tout le temps, puis par des peurs, puis par du négativisme, nécessairement, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas agir de manière pas toujours correcte avec les gens, puis voire toxique. Puis c'est là que tu vas te retrouver tout seul. Oui, parce que cette machine à idéation qu'on a dans notre tête, et justement, elle vient continuer notre comportement qu'on a face aux autres, parce que le fait, puis là, moi, je donne toujours l'exemple, regarde là ta maudite pelle. C'est que quand tu réfléchis tout le long pour aller chercher ta pelle chez le voisin, puis là, t'as voulu te poser la question, peux-tu prendre ta pelle? T'as juste imaginé les scénarios catastrophes en arrivant jusque-là. Fait que c'est sûr que quand t'arrives là, tu fais garde là dans ta maudite pelle, au lieu de dire, parce que tout le long, tu t'es convaincu qu'elle allait refuser de te prêter ta pelle ou qu'il y avoir des embûches tellement grandes que ça allait pas fonctionner. Fait qu'on est dans ce contexte-là. Et puis je l'utilise souvent, cette image-là, des gens qui vont comme vomir une conclusion comme ça rapidement. Je dis, oui, mais as-tu pris le temps de poser la question ou tu t'es juste imaginé des choses? As-tu le temps de creuser tes scénarios avant de conclure que tel, par exemple, le cas de la garde-là, ta maudite pelle, ben, as-tu posé la question avant de poser? Fait qu'au lieu de dire, garocher ça comme énoncé, m'en-dis. Et là, à la limite, tu auras préparé des scénarios pour s'ils refusent, mais au moins, ça n'aura pas conditionné ton comportement avec la personne. Et puis là, c'est dans les conseils que si vous voyez des gens autour de vous qui ont cette tendance-là, parce qu'ils ont comme parti dans leur délire interne, essayez de les sortir de leur délire interne, dire hey, l'exemple, regarde là ta maudite pelle, moi je l'utilise régulièrement pour justement désamorcer les gens autour de moi qui ont cette tendance-là un peu lourde d'arriver fataliste, puis là, ça marchera pas. Je dis oui, mais poser la question. On vient toujours, tu poses la question, tu analyser les choses, et de guider justement votre neurodivergent préféré, de l'amener ailleurs, de l'aider comme un petit animal domestique. Amenez votre neurodivergent à prendre une marche. Faites-y attention. Tu vois, moi, un des trucs que j'utilise beaucoup maintenant, c'est juste, j'arrive avec quelqu'un, je dis, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, les gens sont généralement très contents de me dire ce qu'ils pensent d'une situation. Puis là, OK, ouais, j'avais pas vu ça de même, merci. Plutôt que, tu sais, commencer déjà avec des scénarios déjà tout préfaits, là. Fait que comme ça t'aide à te moduler un peu, puis, tu sais, fermer certaines trappes, certaines pièges qui pourraient faire en sorte que tu tombes dans une dynamique de c'est les autres qui sont contre moi. Là. Oui, tout à fait. Puis si vous avez ça dans le même sens, si vous avez des gens autour de vous que vous voyez qui s'enlisent dans ce genre de choses-là, c'est cette stratégie-là. Aidez-les avec une question juste de péter leur bulle ou les aider à péter leur bulle justement pour qu'ils puissent émerger de cette situation-là et d'aller mieux, d'être plus heureux. Parce que même si l'exemple qui avait été nommé sur LinkedIn, c'est des personnes qui s'assoient sur leur diagnostic, pour la plupart, ils ne s'assoient pas vraiment sur leur diagnostic, ils sont peut-être plus démunis, ils ne savent pas quoi faire avec leur diagnostic ou se trouvent dans un contexte, c'est ça, ils lâchent prise et ils abandonnent au lieu de s'asseoir. Fait que c'est pas exactement le même modèle. Fait que si vous en avez qui sont juste démunis,
aidez-les. Sortez votre neurodivergent préféré, faites une marche. Faites-les marcher un peu, ils aiment bien ça, marcher. Puis ça leur fait du bien. Ouais, puis, encore une fois, je pense pas que les gens le font toujours ou, disons, principalement pour être malin. Non, c'est souvent synonyme d'une douleur quelque part. C'est souvent synonyme de, tu sais, je suis mal à l'aise, il y a de quoi qui marche pas, j'ai quelque chose qui marche pas par en dedans. Puis là, ça sort comme ça sort. Puis c'est un vomi verbal, comportemental, etc. Parce que les gens se sentent pas à l'aise. Ils sont pas bien avec eux, ils sont pas bien comment ils fonctionnent. Puis ils savent qu'il y a de quoi qui marche pas. Là. C'est ça. Tu sais, moi, au final, j'ai toujours su qu'il y a de quoi qui marchait pas avec moi, qui était comme décalé. Quand on a mis des mots là-dessus, j'ai fait « Ah, c'est ça, merci. » C'est pour ça que je suis un extraterrestre. Oui. C'est ça. Moi aussi, ça m'a aidé parce que j'ai toujours été awkward. Là, j'ai toujours été un peu bizarre socialement. Fait que j'ai toujours eu un peu de misère à coller dans comment les autres fonctionnent. Puis j'avais jamais compris pourquoi jusqu'à temps que les dernières années que je finisse par associer ce genre de choses-là. On a fait un bon tour. On va conclure sur ça pour cet épisode-ci. Je réitère, si vous êtes rendu jusqu'à la fin, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimez qu'on aborde, qu'on partage nos expériences relatives à certains éléments spécifiques de la neurodivergence ou ce que vous croyez que vous vivez en neurodivergence, puis voir comment nous, on a, et peut-être pas non plus, on n'a pas de solution ultime, mais au moins de nos différentes expériences et de coaching divers. Moi, j'ai pas exactement les mêmes coachings que Benoît. On est capable des coachings qu'on a reçus pour nous aider à cheminer. Là. Moi, je suis plus dans le volet communication non violente, volet thérapie, ce genre de volet-là. J'ai pas eu le coaching business comme toi, tu as eu, ou justement, tu as eu cet accompagnement-là qui doit être merveilleux. Probablement, ça va être ma première dans mes prochaines étapes, justement, d'ailleurs, d'aller chercher ce coaching-là. Justement, d'aller plus loin. Fait que gênez-vous pas, vous savez nous rejoindre. Vous l'avez fait jusqu'à présent. Oui. La porte est encore ouverte. Merci.